Monsieur Jacques Lévinaire, qui est une personnalité bien connue, un grand physicien, qui a travaillé longtemps à l'ESTCI avec des gens tout aussi prestigieux comme Pierre-Gilles de Gênes, Georges Charpak notamment, qui sont bien connus. Et puis qui est aussi, qui a une double casquette, puisque c'est aussi un des inventeurs les plus prolifiques de France. Je crois que vous êtes le recordman français du nombre de brevets déposés. Donc vous alliez la science et l'innovation, c'est exactement ce qu'on cherche à faire à notre modeste échelle. Donc on a beaucoup à apprendre de vous. Et puis vous nous avez dit tout à l'heure que vous êtes encore très actif dans l'innovation, vous aidez à soutenir la création d'entreprises et l'innovation au travers de l'incubateur de l'ESTCI et d'un fonds associé à cet incubateur. Donc voilà, on a très grand plaisir à vous accueillir. On va vous laisser la parole pour le temps que vous voulez, en fait. Hein, voilà, on a jusqu'à 6 heures, donc voilà, on vous laisse la parole et on vous accueille avec plaisir. Bien, merci pour cette introduction un peu flatteuse. Hein, parce que j'ai eu beaucoup d'aventures, je vous rassure tout de suite, j'ai eu aussi des échecs. Je le dis d'entrée de jeu, j'en ai eu quelques-uns et j'y reviendrai parce que je pense que ça fait partie de l'apprentissage et ça fait partie un peu du problème français de ne pas aimer l'échec. Mais l'échec fait partie de la vie. Je ne sais pas si on vous entend très bien. Là c'est bon, là vous m'entendez. Et donc, je vais vous parler de choses. Donc, j'ai un temps libre, donc ça devrait aller. Mon train est demain matin, donc on devrait avoir un peu de temps pour échanger. Je voudrais d'abord parler un peu. Il y a parmi vous beaucoup d'entrepreneurs. Il y a des jeunes qui rêvent peut-être de devenir entrepreneurs. Donc, dans une première partie, je parlerai un peu de mon expérience avec ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et au fond des conseils que je peux donner basés sur la pratique. C'est essentiellement pratique. Le SPCI où j'ai eu la chance de rentrer comme chercheur est une école pratique. On fait beaucoup de théorie, mais on fait beaucoup de pratique. Donc aujourd'hui, je ferai beaucoup de pratique. Je vous donnerai des exemples vécus. Et puis dans la deuxième partie, je vous donnerai un peu mon sentiment sur l'évolution du monde vers les objets connectés, évolution irréversible, je pense, et qui a à peine débuté, donc dans laquelle il y a énormément d'opportunités. Donc d'abord, première partie, donc comme vous l'avez dit, j'ai eu la chance de rentrer dans une maison relativement peu connue du grand public, elle l'est de plus en plus, mais elle l'était peu, qui est l'école de physique et chimie de Paris. C'est un endroit atypique, c'est peut-être pour ça qu'il a eu quand même pas mal de succès, puisqu'il a le premier nombre de prix Nobel français, scientifiques, et en même temps beaucoup de brevets, des créations de start-up. Il y a des noms évidemment très connus, Pierre et Marie Curie, Paul Langevin. Il y a des noms moins connus, mais qui ont quand même impacté fortement le paysage industriel. Par exemple, un de nos anciens élèves a créé une société qui s'appelait la Société pour l'étude et l'application des procédés Georges Claude. Il s'appelait Georges Claude. Alors cette société, il avait un associé, également élève de l'école, qui trouvait que c'était un nom pas très porteur. Société pour les applications des procédés Georges Claude, donc il a mis un sous-titre. Et les gens se rappellent plus facilement du sous-titre qui est l'air liquide. Mais à l'époque où les actions étaient matérialisées, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, sur les bons d'action, c'était le vrai nom qui apparaissait. Et l'air liquide était le sous-titre. Donc c'est une école très tournée vers à la fois la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Et j'y reviendrai après. Pourquoi? Parce que vous verrez à plusieurs reprises, j'insiste sur les innovations disruptives. On fait beaucoup d'innovations incrémentales en France. Il y a d'excellents centres où l'innovation incrémentale est menée de manière professionnelle, positive, bien. Mais on rate, je pense, des opportunités liées
à des innovations disruptives. Pourquoi? Parce que, je prends un exemple que je modernise, vous savez, pour illustrer cette idée, qui n'est pas de moi, elle est évidemment très ancienne, ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on aurait découvert la lampe à incandescence. Et donc, toutes les améliorations incrémentales sur la bougie, consommer moins de cire, faire moins de fumée, avoir une flamme plus chaude, plus riche, ça permettait d'améliorer la bougie, ça n'aurait jamais conduit à inventer l'ampoule à incandescence. Et bien de la même manière, tous les travaux sur l'ampoule à incandescence, l'amélioration qu'on a connue au cours du siècle écoulé, n'auraient pas permis de faire la LED. Donc vous voyez que les deux innovations sont importantes. L'incrémental, puisque c'est ce qui fait vivre les entreprises, quand même en moyenne, et de temps en temps le disruptif. Donc dans une politique industrielle, dans une politique de développement, il faut essayer de combiner les deux. On ne peut pas faire que du disruptif, parce que par définition, c'est éminemment risqué. On ne sait pas si ça va marcher. C'est par définition, puisque c'est disruptif. Et donc, on ne peut pas baser une politique industrielle d'une société déjà lancée uniquement sur le disruptif. Par contre, les startups, et j'y reviendrai à plusieurs reprises, les startups, elles, c'est génial si elles font du disruptif, parce que soit elles meurent, soit elles réussissent. Donc la sanction est claire, elle est forte, elle est directe. Donc, j'ai eu la chance d'entrer à l'école physique et chimie. J'ai eu ensuite cette situation un peu bizarre où mon patron était Pierre-Gilles Degène. Et puis, Pierre-Gilles Degène, un jour, m'avait dit « Tu devrais essayer de recruter un type pour l'école. » Je l'ai rencontré, il a l'air très bien, il s'appelle Georges Charpak. Donc, je l'ai rencontré, effectivement, il était très bien. Et puis, j'ai réussi à le convaincre de venir chez nous. Il était au CERN et donc il est venu chez nous en 82. C'était à 81, pardon. C'était très folklorique parce que le CERN, vous savez, c'est des chiffres qui ne sont pas les chiffres du commun. Et donc il était assis dans mon bureau et je lui ai demandé combien as-tu besoin de budget pour l'année qui vient. Bon, il m'a dit, je pense que 200 millions de francs, ça devrait aller. Ce qui devait être 5 fois le budget total de l'école. Donc je lui ai dit, bah, si tu veux, on va commencer avec 20 000 francs, puis on verra ensuite. Et le pire, c'est que c'est ce qui s'est passé. On a commencé comme ça, puis il s'est débrouillé. En 91, ma vie s'est fortement compliquée, parce que Pierre-Gilles Degène a eu le prix Nobel, donc c'était une immense joie. On a eu un raz-de-marée. Et en 92, Georges Charpak a eu le prix Nobel, ce qui était une deuxième immense joie. Inutile de vous dire que le taux d'alcool des personnels de l'école a fortement monté. Cette deuxième année, on a eu quand même une difficile situation. Et moi, je me suis retrouvé dans cette situation extraordinaire où mon patron était prix Nobel et le type de mon labo était prix Nobel. Moi, j'étais le débile entre les deux. Et donc, vous voyez, un environnement quand même pas très facile. Alors, au fond, on fait de la recherche. La recherche a une grande qualité, c'est qu'elle a une vision long terme. On ne fait pas un coup en recherche. On cherche sur le long terme à bâtir quelque chose, et ce qu'on va bâtir, peut-être ça ne marchera pas. Donc vous voyez à nouveau la notion de risque. Alors, première qualité, c'est vrai pour un chercheur, c'est vrai pour une entreprise, c'est la persévérance. Pourquoi la persévérance? Parce que c'est très rare qu'un truc marche tout de suite. Et c'est même rarissime, parce qu'on peut dire que s'il marche tout de suite, ben, n'importe qui l'aura fait avant. Donc, j'ai une anecdote, là, certains d'entre vous l'ont entendu, mais j'avais dans mon laboratoire, à l'école, on avait beaucoup travaillé sur les ultrasons. On faisait beaucoup d'ultrasons. Vous savez, les ultrasons, c'est des ondes de vibration de matière, et on a des transducteurs donc, qui transforment une onde électromagnétique ou un signal électrique en un signal mécanique. Et j'avais donné, on recevait des stages au laboratoire,
Et donc, il y avait une jeune femme qui rentrait en stage. Et je lui avais donné un stage qui était de faire un transducteur capacitif. Pourquoi capacitif? Parce que on utilisait beaucoup les transducteurs piézoélectriques, mais ils étaient résonnants. On voulait un transducteur large bande pour cette application en physique du solide. Et je m'étais dit, c'est simple, un condensateur, il y a un champ électrique dedans. Si je mets donc une pression électrostatique, qui est comme le carré du champ, si je mets un champ continu plus un champ alternatif, ben quand on met ça au carré, A plus B au carré, A2 plus B2 plus 2AB, si B est en cosinus oméga t, ben, j'ai une pression alternative. Il y a les équations, c'est vite vu. Et je lui dis, vous allez faire un transducteur capacitif. Bon. Et à l'époque, vous savez, on utilisait un appareil qu'on voit maintenant dans les musées, ça s'appelle un oscilloscope. Ça permet de voir l'évolution d'un signal en fonction du temps, par exemple. Et donc, en ultrason, qu'est-ce qu'on fait? On émet une impulsion, puis on écoute les échos. Et donc, normalement, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit un train d'échos en décroissance exponentielle, image très habituelle. Et donc, je lui dis, vous allez travailler sur votre condensateur pour en faire un transducteur ultrasonique. Le premier soir, elle vient me voir à mon bureau, elle me dit, j'ai rien vu. Je lui dis, c'est normal, elle apprend. Le deuxième soir, elle revient me voir et elle me dit, j'ai toujours rien vu. Elle était un peu embêtée et moi je me disais, j'ai pas tiré le gros lot. Bon, mais c'est le métier d'enseignant, hein. On est là pour former, donc je lui ai dit, bon, réessayez demain et si ça va pas, je viendrai vous aider. Donc le lendemain, le soir, elle vient me voir, elle me dit, j'ai toujours rien vu. Alors je lui ai dit, bon allez, je vais vous montrer, vous allez voir comment on extrait un signal du bruit. En électronique, le bruit, c'est très embêtant. Vous allez voir, en jouant sur les réglages, on sent le signal arriver, puis on le fait monter. Donc je descends au laboratoire, je me mets devant l'appareil, elle m'admire. Bon. Et je commence à bouger les boutons, et je vois rien. Alors évidemment, minimum de professionnalisme de l'enseignant qui ne montre rien de son trouble intérieur. Et bon, je continue à tourner les boutons et je vois rien. Et je sens un peu de chaleur. Et je sens qu'elle, elle se détend. Bon, je voyais rien. On a passé la soirée ensemble, pour ne pas dire une partie de la nuit, et pour les mauvaises, je précise au laboratoire, et on n'a rien vu. Donc le lendemain, je lui ai dit, je viens dès le matin, on va travailler, les équations quand même, c'est pas compliqué. P égale epsilon E2 sur 2, la pression électrostatique, si E a une composante continue, une composante alternative, on doit avoir un signal alternatif. On passe la journée ensemble, rien. On a passé au moins 15 jours, non-stop, à essayer du matin au soir de voir quelque chose sur un truc qui était basé sur une équation absolument ridicule. Et vous voyez, on aurait pu jeter l'éponge et dire, il y a un truc. Bon. Mais il n'y a pas de mystère, on est dans le monde du rationnel, et donc dans le rationnel, on doit pouvoir expliquer les choses. Un soir, on est tous les deux assis sur les tabourets de labo, épuisés, et je lui dis, je ne comprends pas, éteignez, on arrête ce soir. Et par hasard, elle éteint l'alimentation haute tension qui polarisait le condensateur, avant d'éteindre l'oscilloscope. Et au moment où elle éteint, on voit sur l'oscilloscope apparaître les échos qu'on cherchait depuis des semaines. Et alors, je lui dis, quand vous croyez éteindre votre alim, vous l'allumez, quand vous croyez allumer, vous l'éteignez. Elle se dit, le pauvre, il a pété les plombs. Mais elle était polie quand même, c'est une élève. Et donc, elle me dit, écoutez, je vais prendre un voltmètre, puis on va mesurer ce qu'il y a au bord du condensateur. Puis effectivement, elle prend un voltmètre,
Quand elle prétend mettre la tension, elle met la tension. Quand elle prétend la couper, elle la coupe. Donc on était devant un phénomène incompréhensible, mais on voyait un signal. À partir du moment où on voit un signal, on peut faire varier des paramètres, on peut commencer à travailler. On a travaillé, puis on a compris assez vite que l'isolant se polarisait, l'isolant du condensateur, et se polarisant, c'était comme un aimant électrique, il crée un champ électrique aux interfaces qui s'opposait au champ excitateur. Et donc on était hyper excités, on avait fait une grande découverte. Bon, et puis grandeur et désillusion, on s'est rendu compte que cette découverte avait été faite un siècle plus tôt. C'est la vie. Et que le type qui n'était pas un imbécile, qui l'avait inventé, un grand mathématicien, dont vous connaissez le nom sans doute, Heaviside, l'homme de la fonction de Heaviside, il avait compris qu'on pourrait faire l'équivalent électrique de l'aimant permanent. En anglais, l'aimant c'était le magnet, et il lui avait même donné un nom, l'électrette en anglais, et en français, électrette. Donc avec un siècle de retard, on avait redécouvert l'électret grâce à ce travail acharné. Alors, évidemment, en un siècle, les matériaux avaient considérablement évolué, les polymères étaient arrivés, et donc ce qu'on pouvait faire il y a un siècle, c'était pas du tout à l'échelle de ce qu'on pouvait faire. Donc, on a commencé à prendre des brevets sur des applications, et je reparlerai de l'importance des brevets un peu plus tard, mais vous sensibiliser au problème des brevets pour plusieurs raisons, mais donc on a commencé à prendre des brevets. Donc vous voyez, si on avait jeté l'éponge, on n'aurait jamais fait ça. Alors peut-être qu'on aurait bien fait s'il n'en avait rien, si ça n'avait conduit à rien. Mais la chance et le travail ont fait que ça a conduit. D'abord, on a eu l'idée, donc ça c'est un élément extrêmement important, soyez ouverts, mélangez les cultures. Vous connaissez bien votre domaine, vous êtes très bon dans votre domaine, vous faites des progrès, prenez des ingrédients, donc associez-vous avec des gens, discutez avec des gens d'un domaine totalement différent. À cette époque, il y avait un basculement. On passait de la machine à écrire. La machine à écrire, vous voyez, c'est à la fois un capteur et un actionneur. Quand vous appuyez sur une touche, vous aviez choisi la touche, mais la touche, elle permettait aussi d'actionner. Et avec l'arrivée des machines électriques, IBM et Honeywell, on allait vers des claviers qui découplaient la fonction saisie, capteur, de la fonction actionneur. Et puis évidemment, avec l'arrivée de l'informatique, ça a été l'explosion de la demande en clavier, il fallait baisser les prix, améliorer la fiabilité. On s'est dit, c'est génial, on a l'électret, c'est comme un aimant, on va descendre. En descendant la couche, on fait varier un condensateur, il y a un champ électrique dedans, DE sur DT, un courant ou une tension selon l'impédance. Génial, on va faire un truc. On a breveté un clavier électret, et on a trouvé un industriel prêt à le fabriquer. Et ça se passait extrêmement bien, on a compris la problématique des claviers. Un jour, je suis au centre de développement de l'industriel, et il me raccompagne à ma voiture, il me dit « Monsieur Wiener, on est très content de la collaboration, ce clavier va être génial ». Et au moment où je vais rentrer dans ma voiture, il a un grand sourire, il me dit « Bien sûr, clavier génial, ce serait encore mieux s'il n'y avait pas d'électret ». Puis on rigole tous les deux sur la blague, je lui vends un clavier à électret, et il me dit que ce serait mieux s'il n'y avait pas d'électret. Et dans la voiture pour retourner à l'école, je réfléchis et je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai mis un électret là-dedans? Parce qu'on travaille depuis des mois sur les électrets, on est obsédé par les électrets. Maintenant qu'on connaît le marché du clavier, on peut faire la même chose sans électret, ça fera un composant en moins cher, plus fiable. J'appelle l'étudiant de l'école avec qui faisait sa thèse avec moi, et je lui dis, Claude, pourquoi on a mis un électret? Il me regarde avec des yeux ronds. Il a fait sa thèse sur les électrets. Alors on a mis un électret là-dedans parce qu'on travaille sur les électrets, mais on n'a pas besoin d'électret. On a un condensateur qui varie,
il faut faire ça astucieusement, ça va être un détecteur. On brevette un clavier sans électret. Le proto ne marchait pas bien, il y avait des mauvais contacts. On fait un troisième brevet avec des variantes, ça marchait toujours pas bien. On fait un quatrième brevet, ça marchait du tonnerre. Ça a été l'un des 2 claviers qui ont équipé une machine que certains d'entre vous ont peut-être connue, les premiers IBM PC. C'était une machine rectangulaire, là, un peu lourde par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Il y a eu 2 fabricants de claviers, on a été l'un des 2. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Si j'avais confié ce brevet de clavier électret à un service valorisation, il aurait probablement trouvé l'industriel qui avait pris la licence. Cet industriel aurait probablement travaillé bien, aurait sorti son clavier, et 6 mois plus tard, quelqu'un aurait dit « mais ils sont débiles, pourquoi est-ce qu'ils font un clavier si compliqué, faisant un truc plus simple ?» Conséquence de ça, ne négligez pas l'inventeur, le technicien, le scientifique. C'est lui qui a la connaissance. Donc c'est très tentant dans les entreprises de dire « ok, il a fait son invention, retourne t'amuser dans le labo et moi je m'occupe du sérieux ». Non. Il faut garder dans la boucle le créateur. Alors, il faut l'éclairer, il faut lui montrer les difficultés de son invention, il faut l'aider à imaginer des solutions à des problèmes qui n'ont pas été perçus au départ. C'est évident, mais surtout, ne l'éloignez pas. C'est extrêmement important. Ça, c'était donc un premier conseil, là, que je vous donne. C'est typique, les grands succès, on voit que l'inventeur est resté dans la boucle très longtemps. Et je donne parfois un exemple qui est beaucoup plus ancien, qui est Carlson, un inventeur américain, qui était prof dans une université et qui a eu une idée révolutionnaire pour la photocopie. À l'époque de Carlson, la photocopie, c'était, on faisait les photocopies sur des papiers photographiques. Les machines ressemblaient à celles qu'on a aujourd'hui, sauf qu'on faisait d'abord un négatif, on le passait dans la machine, il passait dans les bains chimiques, il y avait un essorage à la fin, il sortait à peu près sec. On prenait le négatif, on le remettait sur la plaque, et on sortait les positifs. Donc je ne sais pas si vous voyez l'ambiance, parce que le papier il était certes sec, mais comme un peu humide. Donc dans tous les bureaux, les gens avaient des petits pois. Sur la feuille, on mettait 4 petits pois pour éviter qu'ils s'enroulent. Parce que forcément, naturellement, il avait tendance à s'enrouler. En plus, c'était un papier un peu grisé, c'était pas terrible. Carlson a l'idée, il mélange des choses qui existaient intégralement. Les photoconducteurs. Les photoconducteurs étaient connus. Et il y avait même eu beaucoup d'expériences sur un photoconducteur très banal, le soufre. Le soufre est photoconducteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le noir, il est isolant, à la lumière, il est conducteur de l'électricité. Génial. L'optique était connue. On savait projeter une image. On faisait ça dans les photocopieurs déjà de l'époque. Sauf qu'on la projetait sur un film sensible. On connaissait les décharges gazeuses. Donc on savait créer des charges électriques dans l'air. Donc Carlson a eu l'idée géniale de dire, au lieu de projeter l'image du document à reproduire sur une plaque photo, je vais la projeter sur une plaque photoconductrice que j'aurai chargée uniformément de charge électrique. Là où il y a de la lumière, le matériau devient conducteur, les charges s'écoulent. Là où il n'y a pas de lumière, les charges restent. Il suffit que j'envoie ensuite une poudre colorée attirée par les charges et j'ai réalisé une plaque d'impression. Je peux amener un papier normal, j'imprime avec du papier normal. Carlson avait découvert l'électrophotographie qu'il a proposée à Kodak, qui était le géant de l'époque. Et Kodak, les ingénieurs Kodak ont rigolé en disant attendez, la photo c'est chimique, avec des sels d'argent.
Donc ils ont refusé le brevet Carlson. Heureusement, Carlson a trouvé un institut, Battelle Institute, qui a cru à son invention, qui l'a aidé à la développer. Ils ont acheté une petite société qui faisait de la reproduction de plans pour architectes, Alloy Corporation, et c'est devenu une entreprise qui a connu un développement fulgurant, Xerox. Xerox, donc, a été basée. Alors, vous voyez une aventure ici où, d'une part, les gens en place, Kodak, et c'était des bons, c'était pas des mauvais Kodak. Il ne faut pas dire ils étaient nuls. C'est pas vrai. Ils n'ont pas voulu sortir du chemin dans lequel ils étaient. Et donc, ils sont passés à côté d'une innovation disruptive majeure. Deuxièmement, vous entendez dire les brevets, ça ne sert à rien. Pendant toute la durée de vie des brevets Carlson, même IBM, le géant informatique de l'époque, n'a pas osé faire des photocopieurs pour ne pas tomber dans le monopole de Xerox. Donc vous voyez, cette aventure Carlson, elle montre plusieurs choses, plusieurs enseignements. N'hésitez pas à sortir des chemins dans lesquels vous êtes. Ces chemins sont confortables parce que vous les connaissez, mais ça veut dire accepter de prendre des risques. C'est extrêmement dur, ça a l'air simple quand je dis comme ça, prenez des risques. En réalité, c'est extrêmement dur. Pourquoi ? Quand vous êtes dans une petite société, c'est possible. Quand vous êtes dans un grand groupe, c'est très difficile. Pourquoi ? Parce que dans une petite structure, tout le monde rame dans le même sens, à peu de choses près. Dans un grand groupe, chacun rame pour soi. Je schématise. Ne soyez pas vexés si vous êtes dans des grands groupes, c'est pas forcément. Mais c'est quand même un peu celui qui, dans un grand groupe, tente une aventure qui rate, il y a un risque non nul qu'il le paye un jour. Or, qui dit accepter la prise de risque veut dire accepter l'échec. Si la culture de l'entreprise c'est on sanctionne l'échec, alors vous faites une erreur. Parce que le seul moyen de ne pas faire avoir d'échec, c'est de ne pas prendre de risques. Et donc vous allez avoir quelqu'un qui travaille bien, il fait un bon travail, mais il n'aura jamais d'action disruptive. Ensuite, la notion d'équipe. Je vous ai raconté l'histoire des électrets, comme on a démarré dans les électrets. Une application qui me semblait évidente des électrets, c'était les microphones. Pourquoi ? Parce que on a un petit bout de plastique qui crée un champ électrique, on le met dans un condensateur, ça polarise le condensateur. Ça veut dire qu'on peut faire, on transforme un condensateur en un capteur. Auto-polarisé. Il n'y a même pas besoin de lui mettre une tension appliquée. C'était un truc génial. J'ai été voir, j'étais jeune chercheur, on fait beaucoup d'erreurs quand on est jeune, pas jeune parfois. J'étais voir le premier électronicien français de l'époque. Alors depuis, le paysage s'est beaucoup changé, il a été coupé en morceaux, puis des morceaux ont été recollés avec d'autres, bref. J'ai été voir le centre de recherche de cet électronicien. Pendant 2 jours, ils m'ont interviewé, c'est pas mal. Ils aimaient bien travailler en plus pour le militaire parce qu'il n'y avait pas trop de problèmes, c'était régulier. Quelle était l'erreur ? J'aurais dû aller voir, non pas le centre de recherche, puisque j'étais en concurrence frontale avec eux. C'est eux qui auraient dû trouver le microphone à électret. J'aurais dû aller voir la branche électroacoustique de cet industriel, les gens du marketing et de la vente, leur dire, attendez, vous vous défoncez dans la concurrence sur les microphones avant de vos microphones, moi je vous amène un micro qui va être moins cher et meilleur, ça va être génial pour votre business. Et avec voir le centre de recherche. J'étais très déçu, mais il ne manquait pas d'ambition. J'ai décidé de créer une société et de l'appeler très simplement l'électret français. Un nom sobre. Et dans la vie, comme on dit, il y a la chance, en plus du travail, la chance joue beaucoup. Et j'ai eu la chance.
J'ai un vieux monsieur qui est venu me voir, il m'a dit, écoutez, j'ai vu votre invention, c'est génial. Moi, je suis industriel, j'ai été entrepreneur toute ma vie. On crée une société, donc les lettrés français. Moi, je mets l'argent, vous vous apportez vos connaissances, 50-50. Le rêve pour un jeune chercheur. Est-ce qu'on peut imaginer mieux? Dans un temps record, j'ai réussi à la planter. Donc c'est intéressant parce que dans les réunions, dans les colloques, vous dites quelles sont les bonnes conditions qui vont permettre de démarrer un truc. Il y avait toutes les bonnes conditions, on ne pouvait pas rêver mieux. Alors c'est intéressant d'analyser pourquoi. Parce que je n'avais pas compris l'importance de l'équipe. Je voulais tout faire. Or, dans une construction industrielle, vous avez besoin de compétences multiples. Vous n'avez pas un sujet qui règle tout. Et donc, au lieu de bâtir une équipe qui allait être performante dans tous les domaines au même niveau qu'on l'était dans les lettrés, j'ai voulu faire des trucs que d'autres faisaient beaucoup mieux que moi. Et donc, ça ne marchait pas. Des trucs absurdes, j'ose même pas vous les dire. Je vais vous dire, ce type est débile, pourquoi on l'a invité? Enfin, je vous dis quand même. Dans un micro, il y a une capsule en aluminium ou en laiton. Il y a des trous qui permettent au son de rentrer, puis il y a tout le mécanisme à l'intérieur, puis c'est serti ou vissé à l'arrière. Comment on fait cette capsule? On prend une tôle d'aluminium ou de laiton, puis il y a un outil qui emboutit ça, qui donne la forme, puis il y a un outil qui découpe la bavure autour. Je dessinais l'outil d'emboutissage, chose que j'avais jamais fait de ma vie. Donc soit je mettais pas assez de jeu et l'outil coinçait, soit je mettais trop de jeu, il coupait rien du tout. J'aurais vu un outilleur, j'aurais pris des gens qui faisaient ça à longueur de journée, le problème était résolu en 1 heure. Vous voyez, alors je vous cite celui-là qui est particulièrement marquant, mais à ce niveau, j'en ai eu pas mal d'erreurs. Donc, l'équipe. Alors l'équipe, ça veut dire bien choisir l'équipe. L'équipe, c'est comme un couple. Vous êtes sympa, vous l'appréciez, tout va bien au départ. Puis il y a l'usure du temps, puis peut-être vous découvrez que l'autre a des caractéristiques qui ne vous plaisent plus. Bon. Donc déjà un couple, on sait que c'est pas évident. Une entreprise, c'est pareil. Vous allez essayer de bien choisir vos partenaires, de les connaître, essayer de les connaître un maximum. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de pépins, mais vous minimisez le risque. Si vous ne les connaissez pas, vous trouvez quelqu'un par petite annonce et vous lancez une boîte ensemble, le risque est colossal. Ça peut marcher, mais le risque est colossal. Alors, l'équipe, très important. Alors, pour finir sur les micros, quand même, on va faire un tout petit retour en arrière. Donc, j'étais déçu, les lettrés français ne marchaient pas. J'ai fait un accord donc, de licence avec un grand fabricant japonais. C'était un de mes premiers accords. J'étais jeune chercheur, endetté, j'avais pris beaucoup de brevets, j'avais emprunté de l'argent. J'ai fait un accord de licence nul, vu d'aujourd'hui, mais qui m'a rempli de joie à l'époque. Du coup, je le regrette pas. J'ai fait un accord, un cash et pas de royalties. Le cash, ça m'arrangeait. Les royalties, je me disais, on verra plus tard. Au pic de la fabrication, maintenant ça redescend à cause des MEMS qui sont venus concurrencer les micro-électrés. Vous savez combien mon partenaire fabriquait? 500 millions de microphones par an. Je vous laisse faire vous-même le calcul d'une toute petite royalty par microphone. Mais ça ne me gêne pas du tout parce que j'étais content, j'étais heureux, ça s'est très bien passé. Donc le chercheur, je vous ai dit, il faut l'impliquer également, donc j'y reviens, il faut l'impliquer. Vous avez vu son implication au niveau de l'exemple des claviers.
J'aime raconter, parce que c'est quand même un personnage hors du commun, Georges Charpak qui était dans mon laboratoire, et on avait créé ensemble une société qui faisait de l'instrumentation médicale. Et Georges était un type génial, adorable et tout, mais sur le plan financier assez complexe. Plus exactement, la finance était complexe pour lui, je crois. Et donc, j'ai des anecdotes là avec Georges. Un jour, je suis dans mon bureau et mon assistante me dit il y a un livreur. Donc, il livre une caisse. Et je demande c'est quoi? C'était au nom de la société qui s'appelait Biospace, qu'elle a changé de nom. On l'a introduite en bourse il y a 3 ans. Et donc, c'était au nom de Biospace. Et je dis c'est quoi ce truc? Et j'ouvre le bon de livraison, puis par transparence, je vois le prix, 800 000 francs. Mon cœur change de rythme. J'appelle Georges, qui était au 3e étage du laboratoire. Je lui dis, Georges, tu peux venir une minute? Il descend. Je lui dis, c'est toi qui as commandé ça? Il me dit, oui, pourquoi? Je lui dis, on va le payer avec quoi? Il était un peu embêté, mais bon. C'était quand même un sujet qui ne le traumatisait pas plus que ça. Et il remonte à son bureau. Et 5 minutes après, mon téléphone sonne. C'est Georges qui me dit j'ai vu que tu étais très contrarié. J'ai appelé le fournisseur. Il nous le fait pour 400 000. J'ai dit, ça t'ennuie de redescendre une minute? Il redescend. Je dis, Georges, tu vois, sur mon bureau, il y a 3 téléphones. Dans ton bureau, il y a un téléphone. En 5 minutes, tu es passé de 800 000 à 400 000. Je te laisse mon bureau. Tu peux utiliser les téléphones tant que tu veux. Je vous fais l'histoire courte. Vous savez combien on l'a payé cet appareil? Pour vous donner une idée de son charisme, 0. Ils nous l'ont offert. Et vous savez combien de fois on l'a utilisé? 0. On l'a payé le juste prix. Alors, je vous ai dit, les brevets, c'est aussi un élément très important. Pourquoi c'est très important? Parce que, premièrement, vous allez vous défoncer pour faire un produit nouveau, vous allez prendre des risques, vous allez essayer, ça marche pas. Bon, finalement, miracle, vous avez eu la chance que ça fonctionnait, vous avez la chance qu'il y a un marché, vous avez la chance on sait le fabriquer, vous le mettez sur le marché. Il a du succès. Si vous n'avez pas pris de brevet, ben tous vos concurrents, ils le démontent, ils le regardent, ils vont le fabriquer moins cher que vous, parce qu'ils n'ont pas à amortir le coût de la recherche et du développement. Donc vous vous trouvez dans cette situation complètement incroyable sur le plan de l'éthique. Vous, le créateur, le concepteur, l'inventeur du produit, vous êtes pénalisé par rapport à celui qui vous copie. Eh bien, le brevet est fait pour lutter contre ça. Le brevet vous donne un monopole. Il vous donne un monopole pour 20 ans. Ça veut dire que pendant ces 20 ans, personne ne pourra vous copier. Alors, il y a des bons brevets, il y a des brevets moyens, il y a des brevets un peu tocards. Bon. Quand il y a un doute, moi je dis toujours à mes élèves, mieux vaut un brevet tocard avec soi que contre soi. Gardez cette phrase en tête. C'est pas veni vidi vici, mais c'est quand même une phrase qui peut laisser, qui restera. Pourquoi? Quand vous avez, vous, un brevet, l'autre, il ne sait pas si votre brevet est bon. Donc l'autre, il est embêté. Si vous n'avez pas de brevet, ben c'est lui qui peut-être le brevet. Donc vous ne savez pas. Alors on dit en France souvent, le brevet ne sert à rien, ça se contourne. C'est pas vrai. Un bon brevet ne se contourne pas. Je vous ai cité l'exemple de Carlson. Eh bien, même IBM, avec son armée de juristes, n'a pas réussi à le contourner. Donc, l'idée qu'un brevet se contourne est une idée fausse. Bien sûr, un brevet moyen ou un brevet tocard se contourne, mais un bon brevet ne se contourne pas.
J'ai eu une aventure. J'étais jeune chercheur à mon bureau. J'avais fait un petit progrès dans le domaine des centraux téléphoniques, d'une génération malheureusement que peu d'entre vous ont connue, qui étaient les centraux qu'on appelait à commutation spatiale, avant que ça passe au temporel. Je reçois à mon bureau un représentant du premier électronicien français de l'époque en télécom. Et on discute de mon brevet, puis j'essaye de ne pas me faire complètement avoir. À un moment, vous savez ce qu'il me dit? À mon bureau, d'un ton gentil, il me dit, Monsieur Wiener, qu'on se comprenne, on discute un peu pour le plaisir. Vous êtes grand comme ça. Nous, on est un géant. Donc vous ferez ce qu'on veut. C'est agréable. Vous êtes là, enthousiaste, si je vous dis ça, je suis resté poker face. Je dirais pas que j'ai éclaté de rire, mais c'était pas l'ambiance, mais je me suis dit, toi, à aucun prix tu l'auras. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un accord avec un constructeur de télécom américain, encore plus gros que lui. Eh bien, il n'a pas pu le copier. Le brevet, c'est la défense du petit contre le gros. Et donc, quand les gens vous disent un brevet, ça se contourne, ne le croyez pas. Ce n'est pas vrai. Bien sûr, un brevet moyen se contourne, mais un bon brevet ne se contourne pas. Le brevet a deux intérêts, je vous le disais. Premier intérêt, ça vous protège du concurrent grossier. Concurrent grossier qui copie votre truc, ça vous protège ça. Si vous voulez lever des fonds, c'est hyper important. Pourquoi? L'investisseur qui va investir dans votre projet, pourquoi il va investir? Premièrement, votre projet lui plaît. Deuxièmement, vous avez une bonne tête. Ça joue énormément, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est votre projet, votre bonne tête. Il va quand même demander un audit, parce qu'il a besoin de montrer à son board qu'il a fait faire un audit. L'auditeur, il arrive chez vous. Il va auditer quoi? Vous n'avez pas d'usine, vous n'avez pas de machine-outil, vous n'avez rien qui a de la valeur évaluable. Si vous avez des brevets, comme vous savez, les brevets sont des actifs incorporels. Donc, votre auditeur, là, il va examiner votre portefeuille de brevets, puis il va faire son rapport en disant, j'ai constaté que tel brevet est en ordre, tel brevet en ordre. Là, vous avez l'investisseur a quelque chose à quoi se raccrocher. Donc, vous aidez votre levée de fonds en faisant ça. Donc, extrêmement important. Alors, là, je vous ai décrit des règles, je pense, générales pour la création d'entreprise. Aussi, une règle très importante, savoir décider. Savoir décider. Je raconte souvent cette histoire parce que je pense qu'elle est symptomatique de l'impact d'une décision. On avait fait avec un de mes anciens élèves une société qui était basée sur une idée simple. Pour se connecter à Internet, à l'époque, on achetait un modem ADSL, on achetait un routeur, on achetait un firewall et on achetait une base radio. Et la base radio est venue qu'après. Au début, il y avait des fils qui allaient de votre chaîne de fidélité, si je peux dire, d'Internet, jusqu'à l'ordinateur du monsieur, de la dame, des enfants. Il y avait une forêt de fils. Bien évidemment, quand vous faisiez communiquer tous ces appareils entre eux, ça marchait pas. Il y avait un protocole qui était différent, donc on a eu l'idée, qui est une idée vraiment banale, et donc je n'ose pas dire que c'est une invention, on a eu l'idée de tout mettre dans une boîte, tous les éléments qu'on faisait en chaîne, en disant, nous, on va assurer la compatibilité des éléments les uns avec les autres, et on va faire la radio la plus moderne qui existe, Bluetooth.
Et notre compagnie qu'on avait créée s'appelait Inventel, de Bluetooth Company. Et tous nos ingénieurs, donc on a fait une box qui faisait tout et qui communiquait en Bluetooth. Très bon protocole. Et nos ingénieurs passaient leur journée à expliquer aux prospects. Les Américains sont en train de pousser un protocole qui s'appelle Wi-Fi, mais Wi-Fi c'est nul, c'est vieux, c'est vulnérable. Bluetooth, c'est moderne, c'est bien, prenez Bluetooth. Les clients n'étaient pas là. Pour une raison évidente, parfois on arrive à être complètement simple d'esprit, il n'y avait pas de terminaux équipés de Bluetooth encore. Qui allait acheter une base Bluetooth alors que les appareils étaient équipés en Wi-Fi 802.11. Donc avec Eric, mon partenaire, on a discuté, on s'est dit, il y a un problème, Si on continue comme ça, on est mort. On a décidé qu'on allait faire une base Wi-Fi, ce qui n'était pas complètement évident, pour dire à tous nos ingénieurs, qui depuis des mois expliquaient que c'est nul, qu'on allait faire ça. Donc on a convoqué tout le monde, il y avait 22 personnes, et je leur ai dit, voilà, on est une start-up française, on défend Bluetooth. Et en face de nous, il y a un rouleau compresseur qui est l'IEEE américaine, qui pousse 802.11 Wi-Fi. Au fond, Wi-Fi, on sait que c'est mieux, mais le marché, il veut... on sait que Bluetooth, c'est mieux, mais le marché veut Wi-Fi. On va donc développer une base ADSL Wi-Fi. Vous imaginez la réaction, les gens qui expliquaient, qui un peu se déconsidéraient auprès de leurs partenaires. Je leur ai dit, écoutez, pour vous c'est dur, pour moi aussi. On va changer le nom de la compagnie. Au lieu de Inventel de Bluetooth Company, ça va devenir Inventel de Wireless Company. On a changé de nom. On a fait la base, première base, donc ADSL Wi-Fi. Et puis a commencé une anecdote un peu difficile, puisque on a essayé de convaincre l'opérateur français de l'adopter. Et donc, la réponse de l'opérateur était de nous dire c'est pas une boîte de 22 personnes qui va nous dire ce qu'on doit faire. Donc, on leur expliquait grâce à ça, vous revenez à la situation ancienne où votre client, il a un matériel qui vous appartient. Avec la dérégulation, vous pouvez le perdre du jour au lendemain. Avec un appareil qui vous appartient, il est pas piégé, mais quand même un peu. Et, alors on était au bord du dépôt de bilan, 8 mois plus tard, et heureusement, l'homme providentiel qui nous a sauvés, Xavier Niel, a sorti la Freebox. Et bien paradoxalement, alors qu'il l'avait fait indépendamment de nous, de son côté, mais après nous, nettement après nous, le lendemain, les gens qui nous disaient on vous appellera quand on a besoin de vous, nous ont appelés. On a fait donc Xtend de Wanadoo, qui a été la première box, puis on a fait la Livebox, puis la British Telecom Box, Polish Box, Pays-Bas Box. On a fait tous les pays les uns des autres. Qui aurait pu imaginer qu'une start-up démarrait à 2 personnes et qui, au moment où elle avait fait la box, avait 22 personnes, allait devenir le numéro 1 de la box en Europe. Vous voyez ? Et c'est pour vous montrer qu'il faut oser. Il faut oser. Ne restez pas avec l'idée « j'y arriverai pas ». Alors peut-être vous allez vous planter. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on se plante. La première, je vous ai donné l'exemple avec les vitrées françaises, on avait fait beaucoup de bêtises. Bon, ben, on a payé nos bêtises. Il y a des cas, vous ne faites pas de bêtises, vous vous plantez quand même. Mais le marché n'est pas mûr, ou le marché est déjà pris. Donc, ce n'est pas évident, vous êtes dans une situation. Mais mon conseil, osez, osez, osez. Alors, les objets connectés, on est à une révolution
cette révolution, elle va modifier énormément de choses. Elle va modifier non seulement les équipements, mais elle va modifier les services. Pourquoi? Parce que, avec des objets connectés, on va pouvoir complètement repenser la façon dont on traite certains problèmes. Alors, vous avez eu des ateliers, vous avez un peu vu cette situation. Le domaine de la santé, prenons le domaine de la santé. Aujourd'hui, la santé traite des individus sur des bases statistiques, mais des bases statistiques, un médicament soigne 80% des cas, c'est génial, sauf si vous êtes dans les 20% qui ne traitent pas. Donc, on voit bien qu'il y a une énorme marge de progrès à faire. Et donc, tout ce qui va permettre, par des capteurs, de vous caractériser mieux, ça va être une amélioration thérapeutique évidente. Ce n'est pas un hasard si Sanofi, vous avez vu, a signé un accord avec Google. Pourquoi? Parce que Sanofi veut reprendre le leadership dans le domaine du diabète, et la capacité de récupérer des données des patients et de les traiter, Sanofi considérait qu'ils ne savaient pas les traiter, ils se sont adressés à Google. Voilà un partenariat dans lequel on sent bien qu'il y a eu une évolution. L'automobile, c'est un monde qui va totalement changer. J'étais le mois dernier en Californie. Eux sont convaincus que dans très peu de temps, il y aura des voitures autonomes. Je ne sais pas s'ils ont raison. Je pense qu'ils sont un peu rapides à la californienne. Il y a encore quelques petits problèmes. Mais vous voyez que la voiture autonome, ça va être des objets connectés considérables. Le nombre de capteurs qui vont devoir communiquer entre eux avec une base centrale, c'est énorme. Donc on voit ici des exemples extrêmement grands. L'énergie et l'énergie électrique en particulier, vous voyez que ça va toucher de manière évidente ERDF, mais peut-être RTE. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, RTE assure la mission de gérer le réseau public français d'électricité et d'assurer l'interconnexion avec les opérateurs de réseaux voisins. Donc une situation qu'ils font très bien. RTE fait un excellent boulot. On n'a pas eu de grande panne en France, même quand l'Allemagne a failli en provoquer sous forme d'une chute d'un château de cartes. Ils ont réussi à sauvegarder le réseau français. Mais vous voyez que remonter des informations distribuées dans le réseau et les exploiter, ça va être une mine d'optimisation, d'économie, d'adaptation considérable. Et donc, quelques exemples pour montrer que ça va exploser. Alors, est-ce que ça va être le domaine grand public, le domaine professionnel? Mais très souvent, ça va se mélanger. Quand on va faire des capteurs qui donnent des caractéristiques physiologiques, médicales, c'est grand public, mais c'est un peu médical. La balance connectée, votre balance, elle mesure votre poids, elle l'envoie vers votre smartphone. Ok, vous voyez votre courbe sur le smartphone. C'est grand public. Quand votre coach santé reçoit ces données, avec votre accord, bien sûr, c'est intéressant parce que lui, il est neutre. Il voit votre courbe s'afficher sur son ordinateur. Peut-être qu'il va appeler Madame Smith. Là, depuis 2 semaines, il y a beaucoup de fêtes chez vous parce que la tendance est à la hausse. Il assure une prestation de santé. Ah, il dit, je n'avais pas réalisé. Il assure une prestation de santé qui devient professionnelle. Donc vous voyez que la nuance entre grand public professionnel, elle est faible. Donc, vous voyez que dans tous ces domaines, on est à l'aube d'une rupture. Il va y avoir des innovations forcément qui vont changer complètement certains métiers. Parlons pas de la maintenance technique. La maintenance technique, évident. Vous envoyez un technicien, vous n'êtes même pas sûr qu'il y a une panne. Là, vous saurez qu'il y a une panne parce que vous avez mis des capteurs. Alors,
puisqu'on parle d'objets connectés, c'est une journée consacrée aux objets connectés, je voudrais juste vous mettre en garde, parce que je ne voudrais pas être responsable. On parle du danger des objets connectés. Et j'ai assisté à des conférences très philosophiques sur les objets connectés. Je veux vous raconter une anecdote qui nous est arrivée dans une société où on fait des balances connectées. Vous savez, quand vous initialisez votre balance, vous mettez votre pseudo, vous vous pesez, la balance sait que dans cette marge à plus ou moins 1,5 kg, c'est vous. Donc dans la famille, chacun peut utiliser la même balance. Les enfants mettent leur pseudo, chacun met son pseudo. Tout ça, ça va bien. Il y a un couple, la femme part en voyage. Elle est professionnelle, elle part en voyage. Elle est dans sa chambre d'hôtel, 8 h du matin. Elle entend un bip sur son iPhone. Elle regarde son iPhone, elle voit son poids. Ah, elle dit, tiens, il y a un bug. Et puis son cerveau se met à travailler. Je vous la fais courte, si je peux dire. Le bug. Bon, il n'était pas très malin non plus d'amener à la maison une copine qui avait presque le même poids que sa compagne habituelle. Comment on interprète l'affaire? Elle a dû prendre une douche. Ah, elle a vu cette balance, c'est joli, elle est super sympa, je vais me peser. Comment pouvait-elle imaginer qu'en montant sur cette balance, elle allait déclencher un drame familial? Donc je dis ça d'abord pour vous à titre personnel, soyez prudents, parce que je ne voudrais pas être responsable d'incidents de ce genre. Et de façon plus générale, voilà un exemple de danger des objets connectés. Alors, vous voyez qu'on vit un monde en fait qui est extrêmement ouvert, un monde passionnant dans lequel énormément est possible. N'ayez pas peur de l'échec, osez, et tous mes voeux de succès dans vos entreprises. Merci pour votre attention. S'il y a des questions et qu'en plus je sais y répondre, je serai ravi de le faire. Merci pour cette présentation. Une question, on est dans le monde de l'électronique, vous avez beaucoup mentionné des innovations de nature technologique, procédés, matériels. Ça fait maintenant, dans le domaine de l'électronique, au moins 10 à 20 ans que la technologie est tirée par ce qu'on appelle les marchés de masse, avec des investissements en matière de progression technologique plutôt de nature incrémentale, colossaux. Est-ce que vous envisagez qu'il y ait toujours de la place justement pour des innovations de rupture au niveau des composants fondamentaux qui font les objets connectés de demain? Oui, je pense. Regardez ce qui s'est passé avec les LED. Alors les LED ne s'appliquent pas directement aux objets connectés, hein, à part la modulation, mais pour le moment c'est complètement marginal. Mais qui aurait pensé qu'on allait vivre un basculement entre l'éclairage à incandescence et l'éclairage à semi-conducteur? Or, les LED étaient connus déjà depuis au moins 30 ans. On ne savait pas faire bien le bleu, donc qui permettait d'avoir de la lumière intense. Mais en quelques années, on va révolutionner le monde de l'éclairage. Or, c'est une industrie qui était archi mature. Mais maintenant, vous avez un spot LED qui fait un équivalent de 50 watts en consommant 4 watts 5. Donc une économie de 90% de la consommation électrique. Et on va voir des choses analogues. Prenons un exemple en électronique et en télécommunication.
il y a eu l'évolution vers MIMO, donc multiple utilisation d'antennes multiples. Et c'est le b.a.-ba. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est rien à côté de ce qu'on va avoir demain. Vous voyez, je ne sais pas si c'est public, mais ça l'est peut-être, en tout cas, ils ne voudront pas de le dévoiler. Intel va sortir un chip grand à peu près 1 pouce de haut, quoi, à peu près cette taille, par 1,5 pouce. C'est un réseau d'antennes qui va permettre de suivre en contrôler un faisceau dans le domaine millimétrique, donc autour de 70 gigas. Ça va permettre d'avoir votre ordinateur et un grand écran très haute résolution sans câble. Imaginez le développement à plus basse fréquence. Je ne dis pas que là on est parce qu'on est dans le très haut débit. Grand écran, très haute résolution. Imaginez la même chose avec des objets connectés. Ça veut dire qu'on va pouvoir amener du champ électromagnétique, donc de la bande passante, à des endroits particuliers d'un local, d'un espace, aux mêmes fréquences. C'est-à-dire qu'on va pouvoir extraire de l'information de plusieurs capteurs, alors qu'aujourd'hui, ils sont mélangés, parce qu'on aura fait de la séparation spatiale. Non pas fréquentielle, c'est de la bande passante, là on est obligé, on est contraint. Donc voilà 2 exemples d'innovation forte qui pourraient arriver sur les marchés, mais il y en a beaucoup d'autres. J'ai été amené à regarder pour donner des avis des portefeuilles de brevets de grandes entreprises d'électronique qui sont en pleine... vous savez qu'il y a beaucoup de batailles de brevets. Il y a des innovations plein les tiroirs. Et donc, je ne crois pas du tout qu'on soit arrivé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le début. On connaît à peine aujourd'hui les besoins des objets connectés. On sait qu'il faudra la basse consommation, ça c'est quasi sûr, parce que très souvent, ils seront autonomes. Donc sur pile, donc il y aura un besoin de bonnes piles ou de bonnes batteries. Donc ça c'est sûr, il va y avoir des progrès là-dedans, parce que la demande va être énorme. Et l'électronique va devoir gérer chaque micro-nanojoule d'économie, et ça on va le faire grâce à l'intelligence des processeurs. Le processeur, tout ce qui ne sert pas va être éteint. Donc on ne va utiliser que les parties utiles qu'on va faire consommer. On le fait déjà un peu. Mais on voit que ça va évoluer, vous voyez, un exemple. Donc je crois qu'il y a énormément de développement envisageable. Le champ. Bien, on a un petit peu débordé l'horaire, mais peut-être une dernière question pour quand même ne pas rester sur votre faim, pour ceux qui auraient une question un peu binaire. Le supraconducteur. Alors le supraconducteur, vous touchez un sujet qui m'est particulièrement cher. Donc voilà un exemple de société. Je vous ai dit que des échecs. Donc il y a plusieurs causes d'échecs. On en a vu plusieurs. J'avais créé une société dans le domaine des supraconducteurs. Ça a été un échec parce que la physique n'allait pas. On avait cru qu'on arrivait à maîtriser des supraconducteurs haute température, entre guillemets, si je mets très haut, enfin pour les supras. Donc les supraconducteurs, je pense que ils seront là, il n'y a aucun doute, dans le marché de l'imagerie médicale. Là, je crois que leur place est installée en imagerie médicale. Quand vous faites une IRM, très souvent, on vous met dans une bobine supraconductrice. Alors, je vous rassure, pour ceux qui n'en ont pas eu, on ne vous met pas dans l'hélium liquide ni dans l'azote liquide, on vous met dans un cryostat qui vous protège de l'hélium ou de l'azote. Mais là, c'est des petits marchés, c'est des milliers de machines, c'est des machines chères.
mais c'est des milliers, ce n'est pas des millions de machines. Donc l'autre application des supraconducteurs, ça va être les câbles et les limiteurs de courant. Vous savez que dans les réseaux électriques, en cas d'accident, on a aujourd'hui des disjoncteurs qui doivent couper extrêmement rapidement le courant, sinon ça va endommager les équipements en général et éventuellement les équipements générateurs. Donc il faut des disjoncteurs qui aujourd'hui fonctionnent en général avec un explosif, c'est-à-dire pour aller vite il faut beaucoup d'énergie, et dès qu'on détecte l'accident, on fait exploser une cartouche qui ouvre les contacts. Bon. Donc là on a une grande réserve. Vous voyez le disjoncteur domestique que vous armez avec votre énergie, c'est vous qui stockez l'énergie dans le ressort, elle est insuffisante pour aller vite. Elle permet d'aller correctement à la maison, mais elle ne permettrait pas d'éviter le soudage des contacts dans l'opération d'ouverture. Les supraconducteurs, c'est génial, parce que si le courant monte, il devient résistif. Donc, il auto-éteint le courant. Donc, probablement, les limiteurs de courant vont venir, mais c'est quand même limité. Ce n'est pas des grands marchés. Les lignes à haute tension, peut-être, pour les agglomérations. Vous voyez, dans les agglomérations, on a le problème, on a des grandes tours. Donc, on a une densité d'énergie par mètre carré qui augmente. Alors, heureusement, avec les LED, ça va baisser, mais quand même, ça augmente avec... et donc, c'est extrêmement coûteux de creuser des infrastructures dans les agglomérations. Si on peut passer dans une canalisation actuelle un câble 10 fois plus puissant, alors le coût du câble est amorti par l'économie sur l'infrastructure. Mais en électronique même, ce sera pour le moment folklorique, les satellites, oui, les détecteurs bolométriques, mais c'est des marchés très très petits. Donc avec beaucoup de regrets pour le moment, marché très limité. Il n'y a pas d'autres questions? Merci. Merci encore. Je vais clore cette séance avec d'abord deux petites annonces. Une qui est qu'un cocktail vous attend à la sortie, si vous avez un petit peu soif. Et une deuxième, si vous avez aimé la conférence de Jacques Lévinaire, je pense que dans 2 semaines, si vous avez des disponibilités, vous allez adorer la conférence de Pascal Pic sur un tout autre sujet. Mais je voulais vous faire une petite annonce. Dans 2 semaines à l'ESEO, vendredi 4 décembre, nous recevons dans le cadre du fonds ESEO+, un conférencier de renom également, Monsieur Pascal Pic, qui va nous parler de choses tout à fait différentes. C'est le lien entre la technologie, l'humain et la société, donc plutôt les enjeux sociétaux et anthropologiques de la technologie. Ça promet d'être une conférence tout à fait intéressante. Elle est ouverte à tous, vous pouvez vous inscrire, vous allez voir sur Internet ou vous allez voir Mireille qui vous donnera des invitations à la sortie. Si vous êtes libre, vendredi 4 décembre à 17h30, vous revenez à l'ESEO, on sera toujours content de vous voir. Voilà pour ces 2 annonces, et puis je vais maintenant clore cette première journée, ce premier colloque des objets connectés, en espérant que ça vous a intéressé, et en espérant surtout que vous sortirez de l'ESEO ce soir beaucoup plus connectés que vous n'y êtes entrés, grâce à tous les contacts que vous aurez pu établir aujourd'hui. Merci de votre participation à tous.